Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Vaimoa Mouliava, le secrétaire général de l'Éveil océanien. Bonjour. Bonjour Madame Noire. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. L'Éveil océanien, c'est incontestablement l'une des révélations politiques de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Et nous avons beaucoup de questions à vous poser. Mais tout de suite, vous êtes membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Votre réaction à l'élection ce matin de Thierry Santa à la présidence du gouvernement? Oui, une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour le pays. Et puis, très bonne nouvelle parce que Thierry Santa, au-delà de l'avenir en confiance, il représente aussi un des plus vieux partis de notre pays. Puisqu'il est président du Rassemblement également. Oui. Il a souhaité mettre en place une gouvernance partagée. C'est quelque chose qui vous parle et qui vous semble important pour la Nouvelle-Calédonie? Ce retour aux sources un petit peu à ce que doit être un gouvernement collégial? Je crois que c'est ce que les gens y attendent. Hein. Ils attendent vraiment que l'esprit de l'accord transpire dans ce dernier mandat. Et M. Santa est inspiré dans cette perspective-là. Et je trouve que c'est quelque chose de bien de terminer cette mandature qui va traverser, à mon avis, au moins 2 tempêtes. Ce sont les 2 référendums, les 2 tempêtes? Oui, je pense. Et donc c'est quelque chose qu'il faut aborder avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'humilité. Et la position de Thierry Santa me semble être la bonne pour pouvoir traverser cet océan qui va être très houleux. Alors pour l'élection de Thierry Santa, elle n'avait pas été possible il y a 15 jours, le 13 juin. Il a fallu trouver une 6e voix. C'est Philippe Germain, Calédonie Ensemble, qui a voté pour lui ce matin. Vous approuvez son attitude? Vous trouvez que c'est une attitude responsable? Oui, je pense que M. Germain... moi, j'étais... hier, c'était la réunion sur le compte administratif de la Nouvelle-Calédonie. Il s'est exprimé et j'ai compris tout de suite dans son allocution qu'il était très inspiré et on pouvait lire entre les lignes de son discours qu'il allait avoir cet acte responsable que tous les Calédoniens attendent. Alors à l'inverse, il y a un président du gouvernement, mais il n'y a pas encore de vice-président. Les indépendantistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est quelque chose qui vous inquiète? Non, je pense que l'écosystème indépendantiste du pays, il a toujours été celui-là. Hein. Et je pense que tous les gens n'ont pas à redouter ces 2 positions qui s'affrontent. Et parce qu'ils ont toujours trouvé le chemin qui les emmène vers, la destinée qui est la leur. Donc ils vont finir par s'unir à un moment donné. Et vous pensez qu'ils trouveront un vice-président, effectivement? Oui, je pense qu'ils vont trouver un vice-président. Et si M. Santa continue dans son état d'esprit, je pense que peut-être que lui aussi, il pourra aider à trouver cette vice-présidence qui va traverser cette mandature. Vous-même, quel est le secteur dont vous souhaitez vous occuper au sein du gouvernement, puisqu'on sait que les 11 membres vont se répartir les secteurs dont ils auront de la charge? Il y a une réunion dès cet après-midi d'ailleurs. Votre souhait, c'est quoi? Bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler parce que je pense pas que cet après-midi les secteurs seront distribués, seront affectés de manière conclusive. Je pense que la semaine prochaine il y aura encore des discussions, mais j'ai envie de dire attendons que M. Santa présente son projet de gouvernance partagée et il me semble qu'il y a dans sa volonté de définir les secteurs, des secteurs un peu comme en métropole interministérielle, où il y aura transversaux. Dans la transversalité, non seulement, verticale, mais aussi horizontale. Mais vous, il y a tout de même des secteurs qui vous intéressent particulièrement, dont vous êtes spécialiste? Oui, tout le monde sait que je suis issu du monde de la culture. Mais ça, le monde de la culture, il a toujours été, une prérogative du monde indépendantiste. Est-ce qu'ils seront prêts à la céder ou pas?
En tout cas, moi, j'ai eu l'habitude, à travers mon expérience professionnelle, de m'adapter. Ici, depuis que je suis revenu en Nouvelle-Calédonie, je suis dans la maîtrise d'ouvrage et plutôt dans les infrastructures et l'énergie. Et je traite d'autres projets assez stratégiques pour le gouvernement dans mon ancienne vie, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai une capacité à m'adapter. Bon, j'ai aussi fait... je suis des cours à HEC, donc je touche un peu à l'économie. Je suis un homme un peu à tout faire. Donc vous avez plusieurs compétences et vous pourriez prendre en charge plusieurs secteurs. Où ça va se décider de façon consensuelle là aussi? Oui, ça va se décider de manière consensuelle. Et j'ai confiance à la méthode que M. Sonta est en train d'initier là. Alors on parle beaucoup des comptes sociaux qui sont en difficulté. Selon vous, c'est quoi les urgences pour le gouvernement une fois qu'il sera en état de travailler? C'est la relance de l'économie, ce sont les comptes sociaux, c'est la délinquance, sur quoi est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord se pencher? La relance économique. Je pense que la relance économique. C'est déjà un premier acte là, hein, qui est un président aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura certainement un vice-président. C'est déjà un premier acte pour rassurer la population, mais aussi le secteur économique de notre pays. Et, il est évident que la première action du gouvernement, d'ici les 3 mois ou les 4 mois qui arrivent, ce sera sur le plan économique et aussi le redressement des comptes sociaux. Alors justement, au chapitre économique, vous avez un peu surpris tout le monde il y a quelques temps en publiant une proposition de ce que vous avez appelé un New Deal calédonien avec 10 premières mesures à mettre en œuvre sous 3 mois. Ça a un peu surpris tout le monde parce que vous n'en aviez pas parlé pendant la campagne. Alors pourquoi avoir attendu? Bon, ça faisait partie de la stratégie. Il y avait votre stratégie électorale de viser d'abord l'électorat wallésien et foutounien pour être élu, et ensuite la stratégie de garder votre programme économique sous le coude. Oui, et puis je dois vous avouer, Madame Noire, que dans le déroulé de ces derniers mois, nous avons aussi été rejoints, pas physiquement, mais nous avons beaucoup d'échanges avec des chefs d'entreprise et aussi des chefs d'administration, avec qui on échange sur la manière qui nous semble la plus adéquate pour pouvoir sortir de l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et si vous voulez, ce New Deal calédonien est issu de cet échange avec ces acteurs du monde économique et puis aussi des chefs d'administration. Quant à la faisabilité ensuite de ce New Deal, bon, ça a fait beaucoup parler les gens. Nous avons une administration, des gens compétents à qui on va soumettre ce programme et qui vont après établir les curseurs, les outils pour pouvoir les mettre en œuvre, déjà voir si c'est faisable ou pas. Mais nous, dans nos échanges avec nos partenaires, on se rejoint et on pense que c'est ce qu'il faut faire. La mise en œuvre sous 3 mois, en revanche, c'est pas réaliste. Toutes ces mesures-là ne peuvent pas être mises en œuvre en 3 mois. Non, mais peuvent être enclenchées. La réflexion, l'analyse, la faisabilité, l'opportunité, et comment, et aussi, ce serait dans un calendrier. Il y a une temporalité politique et il y a une temporalité administrative. Alors, on vous a reproché, c'est notamment le cas de Calédonie Ensemble, d'avoir un programme économique ultra-libéral. Est-ce que vous assumez cet ultra-libéralisme ? C'est pas ultra-libéral, ça dépend sous quelle perspective on regarde ce programme. Nous ne voyons pas ultra-libéral. On voit pas ce qu'il y a de libéral en voulant stimuler l'entrepreneuriat chez les patentés et qu'il y ait autant de chefs d'entreprise océaniens, kanak, dans les tribus qui ont des projets, des micro-projets. Il faut leur faciliter toutes les démarches administratives. Et ça fait partie de ce millefeuille administratif, non seulement dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, auquel il faut s'attaquer. J'ai envie de dire que notre pays, on est un peu le laboratoire de Michel Rocard, de Jean-Paul Huchon. Et ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque de la décentralisation en métropole des années 80, ils l'ont fait ici. Donc, pourquoi ils n'ont pas pu le faire là-bas? Il y avait déjà des signes avant-coureurs en métropole, ils ne voulaient pas le faire. Pourquoi? Parce que le danger du millefeuille administratif, le danger de la non-régulation de la fonction publique, c'est ce que nous vivons. Le danger aussi
j'allais dire, de la cristallisation de nationalisme en métropole. Et nous vivons tout ça. Hein. Donc je pense que il faut revoir tous ces effets-là et agir sur ces effets-là. Il y a plusieurs leviers. Et si vous voulez, ce New Deal-là, bon, c'est vrai qu'on l'appelle New Deal, mais on fait référence un peu à l'histoire. Mais c'est stimuler l'entrepreneuriat chez les plus petits. Et nous ne voyons pas, il y a libéral là-dedans, si ce n'est que permettre aux petits qui voudraient créer leur propre entreprise, leur permettre de le faire dans des conditions optimales. C'est-à-dire se concentrer, non pas sur toutes les démarches administratives lourdes. Ils sont toujours sur le coup de la CAFAT, etc. Et il faut les laisser s'exprimer, exprimer leur créativité et aller au bout de leur idée. Et tout ceci n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils seront arrivés à une, j'allais dire, à une allure assez, une vitesse de croisière dans leur entreprise, ils vont retomber sous le coup de la fiscalité. Donc, c'est une incitation, c'est une incitation. Leur permettre de prendre des initiatives et de lancer des entreprises. Exactement. Vous savez, quand on est en crise, je ne connais pas de pays qui fait du protectionnisme, de la régulation de marché, quand il n'a pas de valeur. Il faut ouvrir, redonner de l'oxygène, et ensuite, une fois que l'oxygène aura restimulé le secteur économique, c'est la spéculation. Il faut relancer la confiance dans ce type-là. Et ce sont des signes, en fait, qu'on donne au secteur économique, qui vont ensuite stimuler les banques, qui vont reprêter un climat de confiance, et ensuite, tout ça, ça va se réguler. Il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien de pire que les certitudes et les choses qui restent définitives. Je pense que en Nouvelle-Calédonie, comme dans le monde entier, nous devons être agiles. À un moment donné, oser être agile et se dire avec beaucoup d'humilité que garder un cap tout le temps rectiligne, il y a un moment donné, on fonce dans le mur. Alors parmi les mesures controversées de ce New Deal, il y a la suppression de tous les monopoles publics et privés. Est-ce que c'est possible dans un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, qui a besoin de protection, qui a besoin d'investissements lourds? Est-ce que vous y croyez vraiment à la fin des monopoles? Bien Ou est-ce que c'est une formule Non, c'est pas une formule. Hein. Vraiment, nous croyons qu'il faut supprimer les monopoles. Ça veut dire, enfin, l'OPT sera toujours là. Si on prend le cas de l'OPT sera toujours là. Hein, il aura déjà son assise, etc. Il faut qu'il ait des concurrents à côté. Hein, pour stimuler ce secteur-là. Et de toute façon, si la concurrence doit mourir, elle va mourir. Hein. On a déjà vu Corsair venir essayer de s'implanter ici quand on a voulu casser le monopole d'Aircalin, enfin dans le monde des transports aériens. Ils sont venus, ça a stimulé un peu, ils sont repartis. Il n'y a rien de définitif. Mais il faut tester. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de l'OPT, il y a d'autres aussi monopoles. Mais une économie administrée, à un moment donné, ça fait de la consanguinité. Aujourd'hui, il faut mettre un peu d'oxygène et peut-être demain recouper l'oxygène. Mais il faut redonner de l'oxygène. C'est la notion de laboratoire, quoi. La Nouvelle-Calédonie est un petit territoire qui peut permettre d'expérimenter ce genre de choses. Exactement. Mais à l'inverse, vous estimez aussi que la population est trop étroite en Nouvelle-Calédonie. Vous pensez qu'il faudrait peupler davantage la Calédonie? Bien sûr, c'est ce qu'a dit le président. C'est très controversé, ça aussi. C'est très controversé, mais la notion de citoyenneté calédonienne peut permettre d'ouvrir l'immigration. Hein, à partir du moment où chacun s'accorde sur ce que ça veut dire être citoyen calédonien. Donc, moi, je pense qu'au terme des accords de Nouméa, ce sont des choses qui vont être rediscutées avec les partenaires. Parce qu'une fois que la citoyenneté calédonienne, si elle est actée par l'ensemble des partenaires, je ne vois pas pourquoi on n'ouvrirait pas les portes aux autres qui, 10 ans, 20 ans plus tard, seront aussi des citoyens calédoniens. Ça veut dire offrir également la citoyenneté liée au droit de vote, c'est-à-dire réouvrir le corps électoral et non pas le figer, le geler comme il est actuellement? Oui, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi ça dans le cadre de la citoyenneté calédonienne. Voilà. Alors, on vous entend, on entend vos arguments et on a quand même envie de vous demander où se situe aujourd'hui l'éveil océanien, un mois et demi après les provinciales,
on vous a vu voter pour Sonia Bakas à la présidence de la province Sud, porter Rocco Mitan à la présidence du Congrès, faire une liste commune avec l'Avenir en Confiance et élire Thierry Santa au gouvernement. Vous êtes tous l'éveil océanien. Les gens s'interrogent. Mais on est là. Nous sommes là. Je veux dire, cette trajectoire, c'est une trajectoire réfléchie pour arriver aujourd'hui à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous avons toujours voulu, et c'était une volonté du président Tookomouli depuis le début, quand on s'est lancé là-dedans, son objectif, c'était de travailler de manière un peu avec tripartite, avec l'ensemble des partenaires ici, en sachant que nous sommes les petits hommes, hein. Nous, c'est pour ça que vous voyez, à un moment donné, on a défrayé un peu la chronique, et ensuite on s'est dit, bon, on va se calmer maintenant. On est 6 000 voix, on n'a pas 12 000, 15 000 voix, on a 3 petits élus, on va revenir maintenant. Maintenant qu'on a mis un peu d'oxygène là-dedans, on va voir comment nos interlocuteurs vont réagir. Et j'ai la faiblesse de croire que ce que nous avons fait a été une petite bulle d'oxygène qui va, j'espère, cet après-midi et la semaine d'après, amener un gouvernement structurant, avec vraiment dans l'esprit de l'accord de Matignon et de Nouméa, pour fermer cette mandature, parce que nous pensons, nous, à l'éveil océanien, que cette mandature, il faut vraiment l'aborder de manière sereine et dans l'esprit d'un projet de gouvernance partagé tel qu'il a été envisagé par M. Santa. Alors vous dites que vous avez été compris, mais tout de même, quand vous avez voté pour Rocco Mitan à la présidence du Congrès et que vous avez permis aux indépendantistes de contrôler l'ensemble, enfin la plupart des commissions du Congrès, il y a eu beaucoup d'interrogations. Votre base, vos électeurs, vos militants, ils ont réagi comment? Ils ont compris votre position tout de suite ou il y a eu des remous? Non, avant de faire ce choix, vous savez que nous sommes un peuple de palabres, hein. Donc on a discuté avec la base. Nous leur avons exposé un peu notre stratégie et notamment cet acte politique fort que nous apprêtions à faire. Ils nous ont suivis, hein, à part deux ou trois membres très actifs dans notre mouvement qui se sont un peu posé la question, mais où c'est que vous nous emmenez? Et nous, on leur a dit, nous, on vous emmène vers une terre un peu plus riche où on pourra cultiver une taraudière à l'ombre des fougères. Et si vous voulez, je fais une image là-dessus, mais il y a eu une quasi-unanimité. Hein, une quasi-unanimité. Les gens ont un peu peur, etc. Mais je crois que cela tient aussi à la pédagogie de notre président Milakolo Tookomouli lors de nos réunions de quartier et de meetings. Il a toujours dit que travailler avec les indépendantistes, ça ne veut pas dire travailler pour l'indépendance. Et les institutions, jusqu'à présent, sont françaises. Et vous savez, depuis que M. Wamitan est assis sur son perchoir, il n'y a pas eu de tremblement de terre. On est toujours là, voyez. Donc tout ceci nous fait dire que nous avons fait, je pense, le bon choix pour que chacun et chacune, et y compris nous-mêmes, puissions actualiser nos logiciels. Vous savez, c'était pas évident pour nous d'aller parler à l'Avenir en Confiance. Alors justement, là, ça s'est fait comment? Puisque après avoir voté pour Rocco Mitan, vous faites une liste commune avec l'Avenir en Confiance pour l'élection du gouvernement. C'est quoi, vous êtes retrouvé notamment sur les choix économiques dont on parlait tout à l'heure ou sur les choix politiques ou qu'est-ce qui vous a amené là à changer changer d'alliance en quelque sorte? C'est-à-dire que je pense déjà que le changement, ça commence par soi-même, sur sa perception de l'autre. Et nous avons essayé, du moins, de tenter de les connaître, hein, parce qu'on peut pas parler de New Deal si on n'a pas de relations humaines, j'allais dire apaisées et j'allais dire en toute transparence, hein, un petit climat de confiance quand même, hein, avant de pouvoir parler alliance ou même, j'allais dire, vision. Et voilà. On a rencontré des gens qu'on nous avait dépeints comme des africanaires, comme des gens de ceci, de cela, etc. Et finalement, nous avons rencontré des gens engagés, des gens qui aiment leur pays autant que nous aimons notre pays. Et ça a été notre plateforme, en fait, de discussion. Et
nous avons échangé un peu plus, nous sommes un peu, j'allais dire, pas une thérapie, mais parfois c'était un peu raconter nos histoires un peu personnelles. Hein. Et nous nous sommes retrouvés déjà là-dessus, sur des qualités humaines, qui étaient étouffées par des postures électorales, et que nous avons déblayées pour pouvoir discuter franchement. Et à partir de là, nous sommes rentrés sur les programmes. Hein, nous avons une discussion point par point sur le programme. Et nous nous sommes retrouvés notamment sur ce que nous avons proposé. Ils ont un programme assez similaire et ils l'ont fait aussi analyser par leurs économistes. Nos économistes se sont retrouvés. Ils n'ont pas forcément approuvé les 10 points du New Deal. Ah, ils ont dit que c'était plus ou moins ce qu'ils voulaient faire, mais bon, à quelques variantes près. Voilà. Avec les indépendantistes, en revanche, là, vous avez des vraies divergences sur le plan économique, sur l'ouverture du corps électoral, sur l'ouverture de l'immigration. C'est des choses avec lesquelles vous ne pouviez pas avancer avec eux. Ou est-ce que vous auriez pu aussi conclure un accord de gouvernement avec les indépendantistes ? Je pense qu'on aurait pu conclure un accord de gouvernance avec les indépendantistes, parce qu'on se rejoint sur d'autres points. Et notamment, je pense qu'une faction des indépendantistes approuve ce programme-là, hein, notamment créer de l'entrepreneuriat chez les Océaniens, faciliter l'esprit d'entreprise chez les Océaniens. Parce que nous, je veux dire, j'ai fait partie du programme 400 cadres, hein, qui est issu de la poignée des mains de M. Lafleur et de M. Thibault. Et l'objectif de ce programme, c'était de former des cadres, mais aussi de former des chefs d'entreprise. Parce qu'ils savaient très bien que créer de la richesse, c'est pas rentrer dans la fonction publique. Donc, quelque part... Il y en a plus qui sont rentrés dans la fonction publique que dans le secteur privé. Hein. Exactement. Donc, si vous voulez, ce New Deal, c'est un peu, enfin, humblement et modestement, c'est favoriser l'arrivée, le développement des chefs d'entreprise océaniens pour respecter un peu, pour s'inscrire un peu dans cette continuité du programme 400 cadres. Et je pense qu'il y a beaucoup d'indépendantistes qui se retrouvent dans ce que nous envisageons. Vous parlez d'une faction des indépendantistes, c'est plus à l'Union calédonienne qu'à l'UNI, ou vous discutez avec les deux ? On discute avec les deux. Discuter avec l'un n'aurait pas de sens si on ne discute pas avec l'autre, parce que nous aurions une vision tronquée de l'écosystème de nos partenaires. Donc on discute avec les deux. Mais je pense que c'est plutôt la faction UC qui se retrouve dans l'esprit d'entrepreneuriat. Vous parliez tout à l'heure des deux tempêtes qu'allait affronter la Nouvelle-Calédonie en faisant allusion aux deux référendums. L'Avenir en Confiance et l'Union calédonienne a demandé que le deuxième référendum soit organisé le plus tôt possible. Ça vous convient ou vous souhaitez que le calendrier soit respecté ? Nous, on n'a pas de position particulière là-dessus. Hein. 6 mois avant ou 6 mois après, ça changera rien. Ça changera rien, à notre humble avis. Quelle sera la position de l'éveil océanien pour ces référendums ? La position de l'éveil océanien, déjà en période électorale, enfin de campagne électorale, a toujours été celle-ci. C'est-à-dire que nous, on s'est adressé à nos électeurs en leur disant le scrutin du référendum, ce sera un scrutin libre. Chacun d'entre vous serez libre de choisir votre destin. Parce que notre devise, c'est « soyons capitaines de nos destins ». Ça n'empêche pas que chaque individu, parce qu'il s'agit d'une décision lourde de sens, hein, et nous sommes positionnés comme ceci. On n'a pas l'arrogance d'être des bergers où on emmène les gens avec des flûtes au bord d'un précipice. Hein. Donc nous, le président Milakolo Touroumouli a toujours eu ce discours envers nos gens en leur disant le jour du référendum, vous votez en votre âme et conscience, car il s'agit, au-delà d'un destin commun, de votre destin personnel. Donc il n'y aura pas de consigne, il n'y aura pas d'engagement pour ou contre l'indépendance, même si vous dites régulièrement que l'éveil océanien, la plupart de vos militants sont partisans du maintien dans la France. Bien, c'est la vérité, ils sont à 90%, ou peut-être un peu plus, partisans pour être dans la France. Hein. Je veux dire, même poser la question, pour moi, je veux dire, la question ne se pose pas. Elle s'est posée après le vote qui a surpris pour concomitant. Oui, mais
Vous savez, c'est comme Oscar Temaru. Il a été président du gouvernement de la Polynésie française. Est-ce qu'ils sont devenus indépendants? Non. Est-ce qu'il a apporté quelques améliorations? Je laisse les Tahitiens juger. Et après les référendums ou après l'accord de Nouméa, est-ce que l'éveil océanien a aussi des propositions? Est-ce que là aussi, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous voulez aussi bousculer les choses, apporter une bulle d'oxygène sur l'avenir institutionnel? Est-ce que vous avez des propositions? Oui, on a des propositions qu'on garde encore un peu pour nous aujourd'hui. Stratégie, là encore? Oui, mais aussi c'est parce que je pense que nous, on a une démarche de design thinking. C'est-à-dire qu'on co-construit. C'est-à-dire dire aujourd'hui ce qu'on va faire demain, ce serait mentir parce qu'on ne le fera pas tout seul. Ce sera en fonction des attitudes et des postures de chacun. Et c'est pour cela qu'on essaie d'être plutôt modeste sur cet avenir institutionnel, car il ne va pas dépendre que de nous. Il va dépendre d'un ensemble de partenaires. Vous souhaitez être associé néanmoins aux discussions. On sait que le Premier ministre doit réunir dans les semaines ou les mois qui viennent un comité des signataires, ou en tout cas les responsables calédoniens. Vous souhaitez que l'éveil océanien y soit associé? Oui, nous voulons être associés, ne serait-ce que pour afficher une troisième voie. Hein, ne serait-ce que pour afficher une troisième voie. Même si une troisième voie, ça a mauvaise réputation en Nouvelle-Calédonie. On a toujours l'impression que c'est la charnière qui peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Ça vous effraie pas, cette image de troisième voie? Non, ça ne nous effraie pas. Je pense que nous sommes de plus en plus nombreux à y croire, à cette troisième voie. Nous sommes beaucoup sollicités. Beaucoup d'autres communautés prennent des adhésions chez nous. Je pense que la troisième voie a toute sa place, ne serait-ce que pour équilibrer des extrêmes. Il faut toujours avoir un petit, comme nous on appelle chez nous, le hamma, c'est-à-dire un balancier sur une pirogue. Même si on a eu l'impression, en tout cas, enfin c'était une réalité, les accords de Matignon comme l'accord de Nouméa ont été conclus entre deux grands blocs. Vous pensez trouver votre place au milieu? Oui, non, mais je pense toutes les minorités silencieuses. Hein. Il faut qu'il y ait une petite voix au milieu, ne serait-ce que pour raisonner des extrêmes. Alors, l'éveil océanien, parti liste communautaire au début, on vous l'a dit, vous l'avez assumé, c'était une stratégie électorale. Mais vous aviez dit aussi pendant la campagne, c'est ce que disait en tout cas votre président, que l'objectif c'était après de travailler pour tous les Calédoniens, au-delà de la communauté wallisienne et futunienne. Oui. Et alors vous en êtes où? Vous allez ouvrir le parti, il y a d'autres communautés aujourd'hui qui vous rejoignent ou qui adhèrent à l'éveil océanien? Oui, pour tout vous dire, il y avait déjà d'autres communautés à l'intérieur de notre parti avant que nous nous lancions dans les provinciales. Hein. C'est la liste qui était communautaire. L'éveil océanien a toujours été, depuis le départ, un parti ouvert. Et aujourd'hui, il est rejoint de plus en plus par d'autres communautés. Vous allez le structurer, le parti, vous êtes secrétaire général. Oui. Vous allez vous organiser comme les autres partis, avec des sections, avec... Oui, c'est en cours. C'est en cours de structuration. Je vous le disais tout à l'heure, on donne de la corporalité avec le temps. Hein. Ça ne sert à rien, on va par étapes. Et là, nous sommes en train de... J'en parlais la dernière fois avec le président Toukoumuli. On a commencé par le haut. On a commencé par le haut et maintenant on cherche à enraciner. Et là, si vous voulez, on a la démarche un peu inverse. Vous êtes représenté pour l'instant dans la province sud. Est-ce que votre ambition, c'est d'être présent sur toute la Nouvelle-Calédonie? Alors nous, on a toujours été, notre stratégie, c'est la stratégie du moindre effort pour le plus grand retour sur investissement. Hein. Nous, pour les provinciales, on est resté dans la province sud. Hein. Ça ne servait à rien de s'épuiser ailleurs. Non seulement les ménages, et aussi financiers, et aussi physiques. Et là, pour les municipales, M. Toukoumoli en parlera lui-même, mais on va se concentrer d'abord sur les 4 grandes communes. Vous aurez des candidats dans les 4 communes de l'agglomération, à Nouméa et dans les 3 communes de l'agglomération? Oui, je pense qu'on en aura. Et puis, ce ne sera pas forcément des gens wallisiens et futuniens. Ce sera des Calédoniens.
enfin j'allais dire des Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne, ce sera des Calédoniens de toute communauté confondue. Eh bien, nous suivrons cela, vous nous en reparlerez, Vaïmoa Mouliava. En attendant, on va attendre le secteur de compétences qui vous est attribué, et vous êtes donc prêt à vous mettre au travail au gouvernement. Ah, ça, je crois que c'est la plus grande joie, hein, c'est de pouvoir enfin exprimer ses compétences et ses capacités. Vaïmoa Mouliava, secrétaire général de l'éveil océanien, membre du gouvernement. Merci d'avoir accepté notre invitation.